Bonjour, bonjour. Bon. Hello! Hello everybody! Bonjour tout le monde! Donc, bienvenue à mon live. Pardonnez-moi, je suis pas habituée d'en faire. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Hello! Je vais juste... Hello everybody! Bonjour tout le monde! Baisser le son. Baisser le son de ma tablette, excusez. Bon, écoutez, je suis désolée. Bon. Donc, bienvenue à mon vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler le cuir. Donc, on part d'un pattern. Pour l'occasion, j'ai choisi un pattern, c'est un porte-clés de pentagramme. C'est un pattern que je fais en carton, du carton que j'achète au Dollarama ou à une autre place, là, c'est pas vraiment important, ça n'a pas besoin d'être super épais, mais c'est plus durable si tu prends du carton que du papier. Parce que le papier, lui, il durera pas très très longtemps. Si t'en fais plusieurs. Si t'en fais juste un, c'est correct en papier, mais il faut que tu fasses attention quand tu traces. Donc, des choses à savoir à propos du cuir. Le cuir, c'est une peau de cuir, c'est du buffle au tannage végétal. It's a buffalo oily veg tooling leather. Des choses à savoir, ce qui est important, c'est de savoir quelle partie utiliser et quelle partie ne pas utiliser. The important thing is to know which part to use and which part not to use. Because c'est bien sûr une peau animale, donc un animal, il y a le cou, le dos, les côtés, au niveau des fesses aussi, et la peau n'est pas pareille à chaque endroit, donc la peau peut varier sur l'animal. Donc, c'est important de bien choisir. Ici, on a une peau qui est quand même assez belle. J'ai pris un morceau, j'ai découpé rapidement, comme vous pouvez voir. Ici, vous avez le rebord tout abîmé, mais ça c'est normal, elle vient comme ça. Donc, c'est important de vérifier la flexibilité pour savoir où vous voulez découper dans votre peau. It's important to check the default and the flexibility of the skin before cutting, because if you have a default, like you have some little wave over here, you don't want that in your pattern. Donc, il y a des petits défauts ici. On veut pas ça dans notre morceau de cuir. Donc, c'est important de toujours vérifier son cuir. En le pliant, on le sent qu'il y a comme deux encavures ici qui doivent à peu près faire ça de long. Là, c'est dur de voir ça à la caméra comme ça, là, mais des fois, on change juste l'angle de vue, puis parfois, on le voit. C'est sûr que, comme je disais, sur une vidéo comme ça, c'est pas nécessairement évident à vérifier. Donc, moi, ce que j'utiliserais dans ce morceau-là, j'essaie de pas aller trop sur le rebord. I try to not go on the edge, parce que c'est un peu plus abîmé sur les rebords. Donc, puis tout dépendant de comment qu'on a conservé notre peau. Oui, parfois, les morceaux qui ont un peu de défaut, on peut les utiliser si, admettons, notre morceau que l'on fabrique a de l'embossé par-dessus. Donc, s'il y a de l'embossé par-dessus, les petits défauts, on les verra pas parce qu'il va être martelé, il va être embossé. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Par contre, quand c'est un défaut comme là, c'est des encavures, c'est plus difficile de les utiliser. Mais écoutez, moi, j'utilise parfois des petits morceaux tellement petits que je garde même des petites retailles grosses comme ça, là. Parce que des fois, je fais des tout petits morceaux, je fais des petites plumes, des petites croissants de lune, pour les boucles d'oreilles. Donc, je garde vraiment des petits morceaux. J'essaye de l'utiliser au maximum, ma peau, parce qu'on s'entend qu'une peau de cuir, c'est assez dispendieux. Alors, c'est toujours mieux si on peut l'utiliser au maximum de la capacité. Donc, présentement, on va y aller avec notre pattern.
ce qu'on prend pour tracer le cuir, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons, tout dépendant des gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Moi, j'y vais avec un crayon à mine, mais je prends genre un 3B. Parce que il va tracer mieux, puis on va plus le voir. Parce que si tu prends un HB, qui est plus classique, on trouve partout, c'est que tu vas avoir de la misère à le voir, fait que tu vas avoir de la misère à le découper, fait que des fois tu peux découper croche parce que tu vas perdre ta ligne. Il y en a qui disent aussi, j'ai déjà utilisé des crayons à l'encre ou des crayons au feutre. Mais le problème, c'est que ça laisse des marques. Puis si tu découpes pas à l'intérieur de ta ligne, ben ta marque, elle peut apparaître. À moins que t'es baveuse, qu'on va voir aussi plus tard. Donc, on va y aller avec le traçage. Donc, j'essaie, comme je disais, d'aller sur le bord. Ah, tu vois, regarde, là, ici, là, je le sens qu'il y a une pliure, là, tu sais, tu le vois, là, qu'il y a une pliure. Fait que j'irai pas sur leur bord. Je vais probablement utiliser ici. Donc, c'est pas très compliqué. Excusez, je regarde au cas où que je sois pas droite, là. Donc, c'est pas compliqué. Des fois, on revient une fois ou deux pour être sûr de bien voir sa ligne. Je veux dire, c'est tracer un pattern, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus complexe. C'est important de bien tenir ton morceau pour pas qu'il se tasse. Et à ce moment-là, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre des poids. Comme là, j'ai un gros poids en métal, là, c'est super pesant, là, ça pèse au moins 2-3 livres, ça. Fait que des fois, on va mettre un poids pour pouvoir tracer. Là, c'est un petit morceau. Fait qu'un petit morceau, je vais tendance à y aller juste avec mes doigts, puis en faisant vraiment attention pour pas le perdre. Là, on va marquer nos trous également. Et notre gravure, parce que là, on veut un beau pentagramme. Le pentagramme, quand je le fais, j'y vais vraiment à la mesure. Je viens mesurer. J'utilise ensuite pi pour savoir mon contour. Je le divise par 5. Ensuite, je calcule mon contour. Je calcule mes pointes. Et ensuite, je fais mes lignes. Là, c'est vraiment, j'essaie de vraiment le faire le plus parfait possible. Mais c'est pas nécessairement évident parce que si tu calcules mal, t'arrives pas comme faut. Comme vous voyez au centre, il n'y a pas le pattern en carton parce que c'était pas nécessaire là, parce que je fais vraiment le contour. Alors, on se retrouve. Ah, regarde, tu vois, j'ai manqué 2 lignes. Fait qu'on va se replacer. Je me replace bien avec les trous et avec les lignes. Là, il me manquait cette ligne-là et cette ligne-là. Et voilà, là, on a toutes nos lignes. Comme vous voyez, les lignes ne se rejoignent pas parce que sinon, je perdrais mon pattern. Mais on peut imaginer que les lignes font tout le tour et continuent là. Si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre une règle et venir tracer vos lignes. Pour moi, personnellement, je trouve pas ça nécessaire. Ensuite, vous avez plusieurs options pour la coupe. Pour la coupe, vous pouvez y aller à l'exacto. Moi, je prends le gros carrément, là. Je suis habituée. Comme vous voyez, ma lame est un petit peu fatiguée. Je vais l'enlever, puis je vais la changer. Puis, je vais aller y en mettre une nouvelle. Parce que si ta lame est pas assez coupante, ton cuivre, ça va s'effriter sur les bords. Tu vas arracher plus que tu vas couper. Puis quand ça arrache plus que ça coupe, ben ça te donne pas une belle finition. Mais encore là, c'est pas extrêmement grave dans notre cas. Mais parce qu'on vient bavurer les rebords. Mais par contre, c'est important parce que sinon tu perds du contrôle sur ta coupe. Puis quand tu perds le contrôle sur ta coupe, ben c'est là que tu as des problèmes. Là, je prends ma lame, je la mets dans mon pot de lame. Des fois, je viens réutiliser des gros morceaux comme ça, les morceaux finaux, quand je veux venir enlever de l'épaisseur dans mon cuir. Et sinon, l'autre outil que j'utilise vraiment beaucoup, c'est l'X-Acto scalpel. C'est un peu plus délicat. Puis, quand tu veux faire des petits détails, c'est vraiment bien.
Donc, on y va avec la coupe. Quand on coupe, oups, excusez, j'ai accroché mon vidéo. Quand on coupe, l'important, c'est, comme là, je suis droit, ça, c'est un quart. Tu sais, ici, là, ça, c'est un quart. C'est ton, parce que moi, je suis droitière. Si je serais gauchère, ça serait de l'autre côté. De toujours rester dans ton corps. De jamais y aller comme ça. Ou comme ça serait vraiment horrible. Ou comme ça, avec ton poignet cassé. Parce que tu perds de ta force. Et tu perds aussi de ta motricité, de ton contrôle sur ta coupe. Puis c'est là, à ce moment-là, que tu manques ta coupe et que tu passes tout droit dans ton cuir puis tu scrapes ton morceau. Donc, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, on y va toujours dans notre corps. Tu peux tasser un petit peu plus ton corps en étant un peu plus croche au niveau de ta table. Là. Ça, c'est toi. Là, j'y vais un petit peu plus croche parce que il y a la caméra, puis ça me dérange un peu. Là, il va doucement. On pointe en premier, puis on tire. C'est bien de laisser fonctionner la lame. Là, au début, quand tu viens de mettre une nouvelle lame, ce qui arrive, c'est l'effet de la nouvelle lame. La nouvelle lame, c'est un peu weird au début. C'est comme à cause de l'huile qu'il y a dessus et tout. On dirait que c'est tough de couper quand tu viens de la starter. Moi, je suis habituée, fait que je fais attention. Hein. Mais il faut que tu fasses attention pour pas perdre ton contrôle. Puis, tout dépendant de la densité de ton cuir, ça peut être plus ou moins facile ou difficile à couper. Là, comme vous voyez, j'étais dans un tournant. J'ai un petit tournant ici. J'aurais pu aussi utiliser un outil pour découper mon petit creux. En utilisant un outil, c'est un bout de ceinture qui est en demi-cercle. C'est un outil en métal, c'est une lame qui est au bout, donc c'est un peu coupant. Faut faire attention. Et ça, tu viens de l'accoter, puis tu frappes dessus avec un marteau, une masse ou un marteau en babiche, quelque chose comme ça. Mais là, je veux y aller vraiment plus manuel pour vous montrer comme à la maison, parce qu'un outil comme ça, c'est comme 50 $, là. Fait que c'est pas tout le monde qui va acheter un outil juste pour faire ces petits bouts-là. Là. Si t'en as un ou deux à faire, t'achètes pas l'outil, tu sais. Tu y vas à l'exacto. Donc, on continue. Le plus tough dans les cercles, c'est de faire un beau cercle. Parce que faire une ligne droite, c'est plus facile. Mais faire un cercle, c'est plus complexe. Là, regarde, tu vois ici, on a notre pointe, notre creux, qui est un peu plus touché. Fait qu'on vient la rechercher d'un bord et de l'autre jusqu'à ce qu'elle lâche. Comme là, elle a lâché. Vous voyez, ça fait de la petite fibre quand c'est pas tout à fait coupé. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Il y a mal coupé ici sur leur bord, ici, là. On voit une petite fibre. Mais c'est pas grave s'il y a une petite fibre ou deux. On revient dedans, puis on recommence pour continuer. Ouais, des fois, le cuir fait du beau bruit. Quand tu coupes, c'est normal. Fait que tu y vas doucement pour couper un beau rond. Puis là, je le sens que ça n'a pas tout à fait coupé. Fait qu'on revient dedans. Là, je le sens. Là, il a coupé les deux petits morceaux qui manquaient. Fait que là, il est vraiment divisé. Si tu veux t'aider, tu peux enlever une partie du cuir. Ça va aller dans les recueils. Donc, on continue ici la coupe. L'important quand tu coupes un cercle, c'est vraiment de faire attention à comment ta lame est. Faut toujours que tu sois perpendiculaire à ton cuir. Parce que si tu tournes ta lame comme ça, vu que le cuir, ça a une épaisseur, ben, ça va donner une coupe en biseau dans le rebord de ton cuir. Ça, c'est quelque chose que tu veux pas. J'ai pas suivi de formation en tant que telle. C'est quand j'ai commencé à travailler chez Dracolite, boutique médiévale, à Montréal. Mon patron m'a appris à travailler le cuir parce que je l'achalais, parce que j'aimais beaucoup ça, parce que j'ai fait des grandeurs nature pendant des années et des années. Et il m'a commencé à m'apprendre avec le buffle, qui est une autre sorte de cuir, ça c'est du Veg Tooling Leather Buffalo. Ça, il faut que tu le teins, il faut que tu t'en occupes. Tandis que le buffle ordinaire, lui, il est déjà teint. Il est déjà noir ou brun ou autre.
Donc, mais j'ai déjà été passer aussi une petite formation pour faire des masques. Ça, c'est un peu plus complexe, là, avec du moulage et tout, là. Donc, on y va doucement pour couper droit. On essaye d'y aller vraiment sur la ligne. Puis, sinon, un petit peu à l'intérieur de sa ligne. Mais, idéalement, c'est d'y aller sur ma ligne. Moi, je suis un peu myope. Fait que des fois, je suis un petit peu plus proche de mon cuir. Je sais pas si vous avez vu ma tête. Ouais, on voit un petit peu ma tête. Mais, j'aurais peut-être dû mettre mes lunettes. Mais je mets jamais mes lunettes quand je travaille. Ça me tombe un petit peu sur les nerfs. Comme vous voyez, là, il est encore un petit peu accroché ici. On y va doucement. Ah. Fait que là, on a un petit poil ici qui dérange. Fait qu'on va venir l'enlever tout doucement. Parce que si tu fais pas attention, tu vas couper dans ton morceau. Ça, c'est pas important. C'est pas le fun. Donc là, on a quand même un cercle qui est quand même très bien coupé. Des fois, il y a des petites coches. S'il y a des petites coches, ça peut toujours s'arranger. Tu reviens couper un petit peu la coche jusqu'à la rendre ronde, dans le fond. T'essayes de vraiment garder le rond. Surtout, un rond, c'est difficile parce que c'est pas un ovale, c'est pas juste une courbe, c'est un rond. Fait que les gens vont le voir visuellement s'il est pas droit. J'ai pas choisi de quoi nécessairement le plus facile en tant que tel. Parce que les ronds, c'est un peu plus difficile. Comme vous voyez, des petites coches en haut, mais ça, c'est pas vraiment grave. Parce que, de un, ce morceau-là va être replié sur lui-même. C'est ça qui va accrocher après l'anneau. Et de deux, on va les bavurer. Donc, c'est pas un problème. Deuxième étape, les bavurations. Ensuite, on vient chercher nos outils. Là, il y a plusieurs outils différents. Il y a aussi plusieurs tailles différentes. Comme tu vois, là, j'ai pas pris le bon. Donc, là, j'en ai deux présentement. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui sont faits pour ébavurer. Ça fait une encaveuse sur les côtés. Le couteau est à l'intérieur et non pas en dessous. Donc, on voit ici la forme courbe. Donc, le couteau est ici, à l'intérieur. Donc, c'est très difficile à aiguiser ces outils-là, malheureusement. Et il y a un chiffre sur le bâton, marqué 2 et 3. C'est la largeur de l'encaveur. Vu que c'est un petit morceau, on va prendre le 2. Et là, pour les bavurations, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on va se placer comme il faut. On part d'un bout. Puis là, on se place à 45 degrés en angle. Donc, on se place pas plat, ni droit. On se place vraiment à 45 degrés. Là, on vient pousser. Puis là, on peut y aller par étapes. T'es pas obligé d'y aller one shot. Ça peut faire des petites coches, mais ça paraîtra pas vraiment. Là, on peut faire la ligne droite. Rendu au bout, ça marche pas. Tout dépend de l'angle. Tu peux quand même aller le chercher avec les bavureurs en faisant le creux. Mais c'est plus difficile, puis des fois, tu peux manquer ta shot. Moi, ce que je préfère, je le laisse comme ça. On va y revenir plus tard. Donc là, on fait le rond. Donc, on tourne la main en même temps pour rester en angle. Quand on voit qu'on n'est plus capable, on revient. Et on reprend un petit peu avant. Puis là, on continue. On est baveur. Là, c'est sûr que je vais un petit peu plus lentement que ce que moi je fais d'habitude. Là. Là, on reprend. On vient chercher notre ligne droite. Fait que là, il y a les points. C'est là que rentre en ligne de compte l'exacto scalpel. Donc, avec le scalpel, on vient essayer d'aller chercher le même angle. Puis on vient le couper jusqu'au coin. Puis on reprend. Puis on vient couper. On refait la même chose de l'autre côté. On essaye d'aller chercher le plus possible le même angle pour que ça fasse comme si notre ébavuration avait juste continué. Donc, on a été chercher nos coins. Je ne sais pas s'il fait le focus. Ah, et voilà. Donc, pour faire un beau coin.
Prochaine étape, c'est la gravure. Normalement, je vous montrerai aussi le ligneur, qui est un autre outil qui est très pratique. Lui, ça fait vraiment une ligne que tu viens à côté ton cuir. Ça fait comme une petite ligne double. Donc, si tu veux faire comme ton rond, ben j'aurais pu le faire avec ça. Sauf qu'il est rendu ici, je peux pas le faire. Fait que c'est pour ça que je le fais à la main, là, parce qu'il est rendu ici, je peux pas parce qu'il y a le cuir qui continue. Puis si tu veux faire de quoi de droit, ben utilise pas ça. Donc, si j'avais juste un demi-cercle à faire, je l'aurais fait avec cet outil-là. Tu peux ajuster la largeur en le dévissant et l'agrandissant et le rapetissant. C'est un outil qui est très, très, très pratique. Ça donne une super belle finition. Ça donne un côté plus chic à tes items, là. Il y a vraiment beaucoup d'outils en maroquinerie. Un autre outil que j'utilise moins, ici, on a un outil qui est un peu plus fat, comme vous pouvez voir. Lui, il s'ajuste pour l'épaisseur de la lame. Ici, il y a une lame en V. Puis ça, c'est vraiment pour faire des gros grooves, des gros creux bien profonds. Donc, ça, c'est le fun pour donner des marques de combat ou des affaires dans le même. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus précis, je trouve, puis c'est pas mon préféré. Mais j'utilise une fois de temps en temps. Là, ensuite, on va prendre une guenille. On prend une guenille. Moi, je prends des guenilles Je prends des vieux t-shirts, dans le fond, que je viens découper. Des t-shirts qui étaient blancs. Comme tu voyais, il y a plein de teinture, là. C'est rendu de l'or. Et ensuite, moi, je les utilise pour mouiller mon cuir. Parce que pour faire la gravure, on a plein d'outils ici. On a ça, c'est pour faire de l'embossé. On a des gears. J'aime beaucoup les gears. Celui-là, c'est un petit outil que j'ai fait faire. C'est une patte de chat pour mes colliers à chat. Il y a des outils pour faire les fentes pour quand il y a des buckles. Des pointes pour marquer le cuir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font juste marquer le cuir à la pointe. Sauf que si tu fais une erreur, tu peux pas l'effacer. C'est pour ça que je préfère y aller au crayon. Parce que le crayon, lui, si tu fais une erreur sur ton cuir ou que tu n'avais pas vu qu'il y avait un bout de pas beau, mais le reste, tu peux l'utiliser encore, ben tu peux venir effacer puis remarquer ton cuir. Faut juste faire attention à pas le faire trop profond. Parce que là, ça va quand même faire un groove dans ton cuir. Ensuite, l'outil principal, c'est celui-ci. C'est un swivel knife qu'il appelle. Donc, vous avez une lame ici, qui est une lame plate assez large. Et vous venez accoter votre doigt dedans. Puis ce qui est bien, c'est que, regarde, il bouge pas. Puis moi, je peux le faire tourner dans l'angle que je veux. Donc, c'est l'outil qu'on va utiliser. Alors, je prends de l'eau. Puis je viens mouiller mon cuir. On va perdre légèrement le marquage. Dans le sens que tu le vois un peu moins bien. Moi, j'étais habituée de le voir. Fait que c'est pas si pire. Puis je l'ai marqué assez foncé dans ce cas-ci présentement. Donc, le plus tough, c'est de faire un beau rond. Là, comme je disais, mes lignes sont pas marquées jusqu'au bout. C'est pas grave, je les imagine, je les connais. Là, on y va doucement. Il y a des gens qui vont à l'envers. J'ai déjà vu des vidéos de Prince Armory, c'était Samuel Lee, qui est un artiste américain incroyable. Et lui, il va à l'envers, il va de l'autre bord. Lui, il part, il va comme ça. Donc, il s'accote, puis il part, puis il va comme ça. Moi, personnellement, je suis pas capable. Donc, ça dépend toujours de la technique que vous préférez, que vous habituez. Chaque personne est différente. Là, on y va doucement, on tourne le cuir au fur et à mesure, parce que, oui, le couteau, il peut swivel, mais ça a ses limites. Faut pas que tu perdes ton contrôle, ce qui est très important, sinon ton couteau il part dans ton cuir, puis tu viens de scraper ton morceau. Donc, là on a le premier rond de fait. Pour les lignes droites,
pas compliqué. On sort une règle. Comme ça, t'es sûr que c'est droit. Moi, j'étais habituée. J'ai fait quand même pas pire droit. Mais ça reste que le cuir a une certaine densité qui peut varier de l'endroit du cuir à un autre. Fait que des fois, c'est mou, ça va bien, c'est mou. Ah, là, tu pognes un bout de dur. Là, ah! Fait que là, tu fais une petite coche de côté. C'est moins le fun. Fait que, la règle, je prends une règle avec du liège en dessous. Celle-là est vraiment très courte. J'ai fait comme si parfait pour la vidéo parce que c'est un petit morceau. Mais normalement, j'ai une 18 pouces. Il existe des 22, il existe des 12. Moi, c'est ma règle préférée. Tu peux enlever le liège si tu n'aimes pas le liège en dessous. Mais pour faire du patronage, je trouve que ça va mieux avec le liège en dessous. Puis ça tient, ça lui donne plus de grip, tu sais. Donc, on s'accote, on s'assure de voir notre ligne, mais pas beaucoup. Puis, toujours t'assurer de le faire de la même manière. Donc, c'est de la précision. C'est comme quand tu fais j'ai fait du dessin technique au cégep. Puis, il faut que tu sois ultra précis. Donc, ça m'a amené des bonnes habitudes de ce côté-là. Donc, on y va doucement. On part avec notre point. Puis, on arrête quand on arrive dans le creux. Regarde, tu vois, il est légèrement plus haut. Mais si t'es fait tout pareil, ça change rien. Fait qu'on se replace de la même manière. On fait la deuxième ligne. Si t'arrives pas tout à fait au bout, c'est pas grave. Quand tu vas repartir de l'autre côté, tu vas venir chercher le petit creux qui n'est pas tout à fait coupé, là, tu sais. Parce que c'est vraiment couper la fleur du cuir. La fleur, c'est la surface du cuir. C'est le beau côté. En dessous, c'est ce qu'on appelle la chair. La chair, c'est pratiquement tout le cuir. La fleur, c'est comme un 16e de millimètre d'épais, là. Mais c'est ce qui donne la force au cuir. C'est ce qui fait que du cuir, c'est beau. C'est la fleur sur le dessus. Donc, c'est la partie la plus importante. Si tu enlèves la fleur du cuir, tu te retrouves avec du suède. Un cuir sans fleur, c'est tout simplement du suède. C'est-à-dire, probablement qu'ils ont enlevé la fleur, ils l'ont gardé pour faire du cuir plus mince. Et en dessous, pour pas perdre le reste de l'épaisseur, ils font du suède. Donc, c'est tout simplement ça. Du suède, c'est moins solide. Parce que comme je disais, ce qui donne sa force, c'est comme une pellicule par-dessus le cuir. Fait que ça tient tout le reste ensemble. Fait que c'est ça qui fait la force. Écoutez, je regarde pas nécessairement tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vous dis bonjour à tout le monde. Donc, là, on se retrouve avec une belle gravure. Si tu veux être précis, tu peux venir effacer les lignes qu'on voit encore. Je les avais faites assez foncées. Mais tout dépendant de la teinture que tu vas faire, ça peut ou ne pas avoir d'importance. Si tu fais une teinture qui est pâle, qui t'efface pas tes lignes, ça se peut qu'on les voit. Mais normalement, si tu as bien fait ta job, tu n'auras plus de lignes parce que tu vas les avoir coupées. Moi, j'ai un petit peu passé à côté, légèrement, mais comme je disais, c'est pas vraiment grave. Là, il existe aussi un autre outil si tu veux travailler encore plus tes lignes. C'est une pointe en métal. Puis t'as l'autre qui a une boule au bout. Donc lui là tu peux venir chercher tes encaveurs puis repasser dedans. Ça va affiner le tout, ça va rendre ta gravure encore plus belle. Si tu veux élargir ta gravure, là tu peux utiliser le bout avec la boule. Donc on vient. Faut que tu fasses attention aux intersections. Il faut que tu fasses attention à pas sortir de ta gravure, sinon tu fais une belle marque sur ton cuir juste avec ta pointe. Puis ça, c'est pas le fun. Parce que là, tu viens d'abîmer légèrement ta surface que tu voulais pas abîmer, que tu veux qu'elle reste belle. T'sais. Donc, c'est important. Tu peux revenir travailler les points. Parce que
c'est une épaisseur, hein, ça a une épaisseur le cuir. Si t'es vraiment perfectionniste, là, tu peux vraiment venir arranger tes points d'intersection pour qu'ils soient tous beaux, là, tu sais. Donc, là, on serre les outils, on remet la petite capote sur la lame, parce que c'est une lame, donc faut que tu fasses attention pour pas te couper avec. Ça aussi, toujours refermer ta lame. Sécurité avant tout. Parce que, combien de fois qu'on s'est coupé? Donc, là, on a... Là, tu me dis, mais il y a deux marques qui restent. Oui, il faut faire les trous. Donc, pour les trous, il y a plusieurs méthodes utilisées. J'ai une magnifique machine à côté de moi. Ici. Qui fait les trous. C'est-à-dire, c'est un die. Puis on vient couper. Excusez, je me replace. On vient couper avec le die et on fait les trous. Sinon, il y a la machine manuelle. Celui-là, c'est le Deluxe. Il existe un moins cher. Sincèrement, le moins cher ne t'offrira pas très longtemps parce qu'il va s'abîmer extrêmement rapidement sur l'enclume, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'enclume, et t'as le poinçon. Et donc, t'as plusieurs grandeurs pour les trous, là. Tu peux choisir la grosseur que tu veux. Le trou numéro qui est le 5, qui est le deuxième plus petit, lui, c'est parfait pour mes trous de rivet. C'est de la bonne grosseur, tout dépendant de la grosseur de rivet que tu mets, là. Tu sais, ton trou peut varier. Donc, lui, c'est assez simple. C'est un poinçon, là. Je veux dire, c'est... Donc, tu te places au niveau de ta marque, puis tu pèses dessus. Comme lui, il est quand même assez récent, il fonctionne très bien. Donc, plus il est abîmé, moins il fonctionne bien, là. Tu sais, c'est... L'usure. Je crois que tu peux acheter les bouts de poinçon quand ils sont trop abîmés, mais l'enclume, malheureusement, elle ne se change pas. Donc, si tu pèses trop fort, tu viens creuser dans ton enclume. Oui, on dirait un instrument de torture. Écoute, ça se pourrait, ça m'étonnerait pas. À l'époque médiévale et tout. Donc, là, on a les trous. Là, t'es comme, mais il est beige. Je veux pas qu'il soit beige. On vient teindre. On se prend un beau carton. Encore une fois, on a fait de l'art. Avec les épaisseurs, je reprends toujours les mêmes cartons. Je veux dire, pourquoi gaspiller? On reprend les mêmes cartons, on les réutilise, on les réutilise, on les réutilise. Donc, les teintures. J'ai deux choix aujourd'hui. Je peux faire soit du vert. Le vert, moi j'utilise les teintures EcoFlow de Tandy Leather. Ça se trouve en ligne. Leur boutique, il y avait une boutique à Saint-Laurent, Ville-Saint-Laurent, mais fermée. Donc, à ce temps, on peut juste les acheter en ligne parce que c'est une compagnie américaine, bien sûr, qui est basée au Texas. Donc, EcoFlow, je l'aime parce que c'est fait à base d'eau et donc pas à partir de produits chimiques, là. Il t'explique un peu sur les instructions, comment faire et tout. Donc, tu suis les instructions, c'est quand même assez simple. Tu le brasses. Tu l'appliques à l'éponge ou, comme moi je fais tout le temps, avec, un morceau de laine. Sinon, on y va dans le rouge. Je sais pas. J'hésite entre les deux. Donc, parce que lui, il faut que je mélange les deux ensemble. Donc, ça donne jamais tout à fait le même vert parce que le chartreuse, c'est comme, c'est beau chartreuse, j'aime ça, c'est nice. Il sort très très jaune. Il sort pratiquement pas vert. Et le vert, il sort très 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 foncé. Donc, vert forêt, mais dark, là, tu sais. Donc, quand je mélange les deux, ça donne un vert intéressant, ça donne un beau vert feuille printemps, là, à peu près. Tout dépendant de à quel point tu mixes les deux ensemble. Plus tu mets du vert foncé, plus il va être foncé, t'sais. Et sinon, le rouge, ben c'est rouge. C'est un classique. Je veux dire, c'est un pentagramme. Donc, j'hésite entre les deux. Fait que, à date, vous préférez le vert ou le rouge? Le vert. On hésite. Yes.
chartreuse. Bon, écoute, on va y aller avec le vert. Comme ça, en même temps, ça va vous montrer un peu comment je mélange. Je vais prendre un petit pot. Moi, j'ai des petits pots en céramique. Là, je le nettoie parce qu'il était dans le pot d'eau. Donc, un petit pot en céramique parce que il se nettoie bien, puis les résidus de teinture restent pas vraiment. Je veux dire, si tu le nettoies vraiment, vraiment comme il faut, il peut redevenir blanc, blanc, blanc. Sauf ici parce que ça, c'est raw. Tandis que lui, il y a une laque dessus, donc ça reste pas. Donc, vu que c'est juste un petit morceau, j'ai pas besoin de beaucoup de teinture, excusez. Donc, on les avait un petit peu mélangés. C'est pas besoin de le mélanger vraiment beaucoup. Donc, c'est un bouchon avec une buse. Donc, on peut y aller par goutte si on veut. Mais, je sais à peu près combien j'en ai besoin. Comme ça. Puis, je rajoute quelques gouttes de verre. Mais, pas beaucoup. Parce que vous allez voir la différence quand les gouttes tombent, ils ont de l'air pratiquement noir, comme vous pouvez voir. Là, tu vois, j'en ai quand même mis beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de chartreuse parce que je pense qu'il va être un peu foncé. Là, on fait juste prendre un petit pinceau. Puis on vient mélanger notre teinture parce que si on la mélange pas, ça va être chamoiré. Mais en même temps, c'est pas extrêmement grave que ce soit chamoiré. Ça donne un petit peu un look, ça donne du design, puis c'est pas laid en tant que tel. Et anyway, ça sera pas le final parce que on va mettre aussi un 2 en 1 qui est une teinture cireuse. Puis on va faire un dégradé de noir sur les contours. Ce qui va être intéressant. Là, on prend un petit bout de laine. Quand je parlais de laine, c'est une peau de mouton. C'est de la laine. Parce que mouton, c'est un mouton défrisé. Donc, c'est un mouton qui a été brossé. Puis, donc, c'est des petits bouts de laine. J'enlève les bouts parce que ça laisse parfois des poils sur le cuir quand tu teins. Mais c'est vraiment l'idéal parce que ça absorbe, mais pas trop. Fait que ça reste un peu en surface. Avec le temps, ça rentre un peu plus dedans. Mais c'est vraiment le fun puis ça donne un beau résultat sur la teinture. Moi, c'est des scraps, dans le fond, des morceaux, là. Donc, si tu veux pas te ramasser les mains vertes ou pleines de teinture, ce qui m'arrive tout le temps, parce que des fois, je fais moins attention, tu dois mettre des gants. Moi, je mets des gants jetables, mais pas vraiment jetables, dans le sens que c'est des gants jetables, mais je les réutilise 100 fois, tu sais. Donc, je vais essayer de trouver mes gants verts en fleurs. Comme vous voyez, il a déjà été utilisé. Donc, les gants. On se garde une guenille pas trop loin pour venir essuyer. Comme je disais, des morceaux de coton, t-shirt, etc. Vous pouvez les laver si vous voyez que la teinture part tout le temps parce qu'il y en a trop dedans. Vous pouvez vous mettre un tablier. Moi, présentement, je porte une camisole noire, fait que ça me dérange moins parce que même s'il y a du vert dessus, ça paraîtra pas. Donc, on en met un petit peu, on trempe le bout. Je sais pas si vous pouvez voir. On trempe un peu le bout, puis on vient essuyer un peu l'excédent. Puis là, tu peux commencer soit par en dessous, soit au-dessus. Si je vais en dessous, je vais tendance à vouloir mettre ma petite guenille parce que je veux pas que ça vienne en mettre par-dessus parce que des fois, quand c'est liquide, hein. Donc, ça veut aller par en dessous, puis ça va aller rejoindre l'autre morceau. Donc, on y va doucement. Mais ça, c'est là en dessous. Fait que c'est pas vraiment grave si c'est égal ou pas. Moi, je viens essuyer l'excédent avec mes gants. Pour ceux qui sont pleins de teinture aussi. Là, vous voyez, il y a des petites marques, là. Mais là, on y va tout de suite avec la teinture. Puis là, on vient frotter. La teinture mousse légèrement. Là, on en rajoute un petit peu. Des fois, faire la base, tu vois, dans mes encaveurs, c'est important qu'il y en ait assez. On vient frotter. Le fait de frotter comme ça la teinture fait que ça devient un peu plus égal. Là, la couleur a l'air un peu weird, mais pas sèche. C'est mouillé. Là, on vient regarder nos rebords, parce que les rebords aussi. Je suis un petit peu fancy parce que, anyway, je vais repasser dessus avec du noir. Mais j'ai tendance à toujours venir... Vous voyez,
sur la chair puis sur la fleur, la teinture pogne pas de la même manière. La chair vient absorber la teinture vraiment très intensément. Donc, je repasse un autre petit coup dessus. Jusqu'à ce que je me sente, il y en a-tu assez? Là, c'est difficile avec le chartreuse, parce que le chartreuse, il est très jaunâtre. Fait que, est-ce que c'est du beige ou est-ce que c'est du chartreuse que je vois? Parce que si c'est du beige, il faut que j'en rajoute. Si c'est du chartreuse, j'étais un peu basse dans mon vidéo, excuse-moi. Si c'est du chartreuse, ben c'est correct. Si c'est du beige, on veut pas que ça soit beige. Donc, mais, si je suis pas sûre, je peux venir en rajouter. Mais encore là, t'es mieux d'attendre que ça sèche un peu. Parce que si t'en mets trop, ta couleur devient super foncée. Si t'en mets pas assez, il va y avoir du beige qui va sortir. Qui est ta couleur de base, qui est la couleur de la peau. Tu sais, comme ma peau est beige. Donc, moi, j'attendrai. J'attendrai que ça sèche un peu. Ça, c'est le bout de plate. Faut que t'attendes. Donc, ici, je vais essuyer un petit peu le... Je vais réutiliser mon éponge parce que j'ai utilisé ce bout-là de l'éponge, de mon éponge, de mon morceau de laine. Parce que je vais réutiliser l'autre bout que j'ai pas sali, puis je vais mettre du noir tout à l'heure. Mais que ce soit un petit peu sèche. Là, je vais aller chercher mon noir. Quand je disais c'est un 2 en 1, c'est vraiment all in one. Noir, minuit, c'est teinture et finition. Bien sûr, c'est pas vraiment une finition. Ça va prendre une laque, quand même. C'est une finition-ish, mais je conseille pas de le finir juste avec ça. Anyway, on recouvre pas de noir le vert, sinon il va être extrêmement foncé. Le rouge, souvent, je vais mettre du noir partout pour donner vraiment un rouge sang. Puis ça vous donne vraiment un très beau rouge. Puis quand je veux un rouge plus vif, ben je mets le rouge partout, puis je mets le 2 en 1 juste sur les contours, puis je viens faire un petit dégradé. Donc là, je vais changer de gants parce que ceux-là sont verts. Puis je vais aller chercher mes gants de noir. Bien souffler dans les gants. Ballon d'anniversaire. Donc, là, il n'est pas encore sec. C'est sûr que là, c'est difficile dans une vidéo. Normalement, quand j'en fais pas juste un. J'en fais plusieurs. Comme vous voyez, la couleur, elle commence à être de plus en plus égale en séchant. Les bouts qui étaient plus foncés s'égalisent avec le reste parce qu'ils commencent à sécher. C'est sûr, si je le manipule, je vais me ramasser avec un peu de teinture sur les doigts. Donc, mon pot de 2 en 1 est un petit peu plus dur à ouvrir. Lui, il n'y a pas de buse. Lui, il est direct. Moi, je le coupe juste en partie. Là. Puis, il y en a aussi dans le couvercle. Souvent, comme là, je fais juste du contour puis le dos de mon morceau. Fait que ça va peut-être même être assez de teinture. Donc, un petit pot comme ça, ça dure longtemps si t'as pas des grosses pièces d'armure à faire, comme je faisais avant chez Dracolite. Ça peut passer vite à ce moment-là. Mais quand tu fais juste des petits morceaux comme moi, ça fait un an et quelques, puis je suis rendue à peu près à moitié du pot. T'sais, fait que c'est sûr que t'en passes beaucoup moins là à ce moment-là quand tu fais juste un petit peu à la maison. Là. Comme là, il me restait un petit peu de teinture, mais il en reste même pas assez pour le remettre dans mon pot, ça marchera pas. Fait que là, je vais juste mettre mon pot dans l'eau pour le rincer. Là, on attend que ce soit... On le sent que c'est mouillé, mais j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus sèche avant de continuer. C'est ça le problème avec le fait de faire une vidéo comme ça. J'approche déjà du... J'approche déjà du 1 heure. Ça va vite, ça va vite. Là, c'est sûr que moi, je vais plus lentement que comme quand je le ferais normalement. Puis normalement, quand j'en fais pas un. Je fais beaucoup de morceaux. Là, je vais y aller. Je vais faire quand même le fond. Je vais me prendre une guenille pour pas tacher mon dessus. Je vais faire le fond à l'arrière parce que lui, c'est moins grave, même si c'est pas tout à fait égal. Je vais venir mettre le 2 en 1.
Ce qui est le fun avec le 2 en 1 cireux comme ça, c'est que ça va laisser la surface vraiment belle. Puis si tu avais un cuir qui avait beaucoup de petits poils en dessous, ben ça vient toutes les aplatir, puis mettre ça une surface belle. Puis aussi, si mettons tu fais comme des bracelets, ça va être plus confortable, ça va être plus doux parce que la surface va avoir été comme retravaillée à la cire. Donc, on n'a pas énormément de temps, fait que je vais juste continuer rapidement. Fait que ce que je fais, c'est que j'en mets un tout petit peu sur ma laine. J'en mets un petit peu sur les rebords. Puis là, je viens le frotter vers l'intérieur. Là, vous n'avez pas besoin d'être parfait, là. Je veux dire, c'est pas important. L'important, c'est vraiment de donner un look. Si vous voulez donner un look comme plus abîmé, vieillot, c'est vraiment le fun, cette teinture-là. Parce que ça embarque pas totalement sur votre teinture de base. Tout ce que ça fait, c'est venir donner un ombrage. Ça vient comme faire un dégradé de couleur, même si la teinture que vous avez dans les mains est noire, puis le reste est vert, ça va donner un effet plus comme vert foncé. Et non pas noir. Parce que à l'endos, il paraît plus noir parce que c'est la chair. La chair absorbe plus, comme je disais tout à l'heure, là. Mais la fleur absorbe moins. Moi, je suis vraiment un perfectionniste parce qu'en plus, comme je disais, ce morceau-là, c'est refermé en dessous, là. Mais bon. Donc, ça donne un peu ça. Là, comme je disais, il est pas encore tout à fait sec. Parce que normalement, j'attendrais un 15-20 minutes. On n'a pas le temps. Mais si vous attendez pas nécessairement assez, votre cuir va être trop humide. Puis si vous attendez trop qu'il sèche, votre cuir va être un peu plus cassant. Si vous attendez moins entre les étapes, vous pouvez vous permettre de le laquer. Puis ensuite de l'assembler. Si vous attendez trop, puis que, mettons, il est rendu 2 heures du matin, puis tu décides d'aller te coucher, puis le lendemain, tu le reprends, puis il est sec. Là, à ce moment-là, il faut le huiler. Faut lui redonner un petit peu d'hydratation. Parce qu'il va être trop cassant. Quand vous allez replier la languette pour venir poser votre rivet, ça va fendre. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Parce que j'avais pas assez huilé. Donc, l'huile, c'est de l'huile de pied de bœuf. C'est sûr que les vegans aiment moins ça. Mais bon, no waste. Je veux dire, la viande, on la mange. Si on la mange, ben on l'utilise pour faire du cuir, on l'utilise pour faire de l'huile. Après, les autres parties de l'animal. Fait que moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça, mais en tout cas, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, puis ça, je peux comprendre, puis je suis désolée pour ces gens-là. Vous pouvez, par contre, utiliser, il existe d'autres produits, sont moins efficaces, selon moi, mais ça peut être une bonne alternative. Il y a des produits à partir de d'autres bases que de l'huile de pied de bœuf. Dans le fond, le but, c'est d'huiler ton cuir pour qu'il y ait assez d'humidité à l'intérieur, pour qu'il reste flexible, dans le fond. Comme vous voyez, là, il est un petit peu plus sec, puis la couleur sort très bien. Si je laisse sécher encore plus, il va devenir encore plus pâle. C'est la propriété du water stain. Le water stain, c'est comme des taches d'eau. Et plus vous le laissez sécher, plus il devient pâle. Contrairement à une autre teinture qui va être plus solide. Donc, ensuite, pour la laque. C'est une laque à base d'eau, à base d'acrylique, excusez-moi, je me suis trompée. Donc, c'est une base à l'acrylique. Elle est très bien, celle-là, à date, elle est liquide. Comme vous voyez, c'est vraiment un liquide. Il y en a qui existent, qui sont un peu plus épaisses, qui sont un peu plus comme sticky et tout ça. Moi, j'en ai essayé au moins 3-4 à date. Celle-là, je l'aime vraiment bien. Elle sèche très rapidement, donc vous pouvez continuer entre les étapes. Et parce que j'en avais une avant que ça prenait comme 2 heures à sécher entre les morceaux. Là, c'était très très long. Moi, je le mets dans un autre petit pot. Fait que parce que comme vous voyez, moi je prends des gros contenants. Là. Il existe des plus petits contenants là, que tu peux acheter directement, là, mais moi, vu que je fais beaucoup de cuir, ben
Je le mets dans un petit pot, comme ça, ce qui se salit reste dans le petit pot, puis je salis pas tout le reste, puis ça sèche aussi, donc ça s'évapore. Fait que si tu laisses ton pot trop ouvert longtemps, ben tu vas perdre la laque. Ça devient collant. Vous voyez le rebord, ça fait des petits motons de colle un peu, là. Donc, mais sur le cuir, ça fera pas ça, dans le fond, parce que c'est une couche mince. Donc, je prends un pinceau. Un pinceau, celui-là, c'est un pinceau qui est quand même assez cher. C'est avec des vrais crins. Donc, on prend un pinceau qui est avec des fibres naturelles et extrêmement flexible. Donc, ça, c'est important. Sinon, vous pouvez reprendre des bouts de laine puis l'étendre en frottant. Moi, je préfère au pinceau. Je sais que certains de mes partenaires, anciennement de mes collègues de travail, eux autres préféraient avec la laine. Moi, je préfère y aller au pinceau. Donc, je prends vraiment pas beaucoup. Je pense même qu'il y en a un peu trop. Puis, on vient l'étendre doucement. Ça va venir faire ressortir toute la couleur, le 2 en 1 que vous avez mis sur votre morceau. Là, bien sûr, il faut que tu attendes que ça sèche. Le désavantage de tout ça. Mais, comme je disais, ça sèche quand même assez vite. Là, c'est l'idéal de pas y aller comme je fais un côté, je fais l'autre tout de suite. Faut que tu attendes que un côté soit sec avant de faire l'autre. Normalement, je mets 2 couches. 2 couches au-dessus, 2 couches en dessous. Ça fait un beau fini. La résolaine, celui-là, c'est un fini qui est glacé. Je sais qu'il existe des finis mat. Les mâts sont jamais nécessairement super mat. Mais je préfère le fini glacé. Ça donne vraiment un look un peu chic. Avec le temps, la laque finit par s'atténuer aussi. Le glacé devient plus mat. Si vous regardez ici, ça c'est un de mes bracelets que j'ai fait là quand même 1 an ou 2. Donc pièvre, bien sûr, tout embossé, avec de l'embossé. Puis il est encore quand même glacé. À l'intérieur, parce que je l'ai porté, il est un peu moins glacé. Donc il y a quand même de l'usure celui-là, même si je le porte pas tous les jours. C'est pour vous montrer. Puis je vais vous montrer aussi. Une fois le terminé, le produit, ça donne quoi? Ça donne ça. Lui, il est mauve. Le mauve, souvent, il est très foncé. Donc, on voit moins la couleur, là. C'est sûr que plus vous y allez vers un rouge, un jaune, la couleur va ressortir vraiment plus un rose. Le fuchsia, il sort vraiment très, très, très rose, là. Mais il est magnifique. Comme vous voyez, là, regarde, il est déjà sec. Fait que, je vais y aller rapidement. Je vais faire la couche en dessous. Donc, la couche en dessous est moins importante parce que c'est en dessous. C'est moins grave, là. Donc, tout à l'heure, je vais regarder. Là, on a 19 personnes qui regardent la vidéo. 21, ça monte. Ça varie. Idéalement, c'est dans les commentaires après, je vais faire le tirage. Ça va être plus simple que si j'essaye de le faire pendant la vidéo, là. C'est sûr, c'est plus complexe. Donc, on attend que ça sèche un peu. Là, tu vois, il est à moitié sec. C'est ça le côté chiant, là. Il y a toujours des délais d'attente. Mais comme je disais, quand t'en fais 10, 15, 20, le premier que t'as fait, il est sec quand tu viens pour faire la 2e couche. Là, j'en fais juste un, fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Parce que normalement, je fais jamais juste un. Quand je fais une batch de teinture, je prends comme toutes mes commandes, tous mes produits que je fais, puis je les fais comme, je les sépare par couleur, puis ensuite, je viens toutes les teindre, puis ensuite, je viens toutes les laquer, puis après ça, je viens tout assembler, une fois que tout est vraiment sec. Là, c'est sûr que ça va être un petit peu plus touché, vu que on n'a pas beaucoup de temps pour la vidéo, fait que mon morceau risque d'être encore un petit peu humide. Il va sécher, bien sûr, avec au cours de la journée, là, je veux dire. C'est pas extrêmement long en tant que tel, là. Bon, au pire, je peux faire le tirage maintenant. Je vais
Je vais aller chercher des dés. Hello! Excusez-moi. Il n'est pas encore tout à fait sec. Donc là, on est 22 personnes qui regardent. Oui, j'ai des superbes dés Kraken. Je vais prendre... C'est parce que 22, ça marche mal. C'est ça qui est chiant. Je vais prendre des dessins. Puis... on va commencer par rouler le centaine, savoir entre... Bon, ça a descendu en 18, là. Décidez-vous. Je vais prendre le... Ah, tu vois, 10. Ouais, ça tombe bien. 18. Je croyais, pour aller voir. On peut-tu voir ou y a-tu moyen? Je m'y connais pas. Écoute, je pense qu'à la place, je vais y aller dans les commentaires à la fin, mais que ça soit écrit, parce que là, je peux pas vraiment voir qui c'est qui regarde en même temps. C'est ça qui est chiant. Bon, ben on va faire l'autre côté tout de suite. Excusez-moi, je perds du temps avec essayer de faire un tirage que je sais pas comment ça fonctionne. Parce que c'est la première fois que je fais un live. Donc, deuxième couche, on fait attention à ne pas laisser des motons quand on fait la couche. On essaie d'en mettre un petit peu sur les côtés aussi, les rebords. Là, c'est sûr que vous allez en avoir un petit peu sur les doigts, à moins de mettre des gants. Mais vu que c'est juste la laque, un petit peu d'eau puis de savon, ça nettoie très bien. Donc, on a fini notre dernière couche. Là, après ça, on va venir chercher nos rivets. Moi, j'utilise des 32, c'est la grosseur. Des 33, excusez. Les 32, c'est encore plus petit. C'est des mini. Ça, j'en ai aussi quelques-uns. Donc, ça, c'est des 32. Ça prend aussi les mini poteaux qui vont avec. Ça, c'est bon quand tu fais vraiment des petits items. Dans le médiéval, je disais surtout des 33 puis des 34 qui sont un peu plus gros. Mais vu que je fais juste dans les petits produits, je commande juste des 33. Comme ça me fait une dépense de moins. Puis, t'es sûr que c'est toujours la même grosseur. Je viens me chercher un anneau pour porte-clés. Puis, à ce moment-là, écoute, je vais probablement finir la vidéo dans quelques instants, mais je voulais montrer quand même rapidement ma machine qui présentement est setée pour écraser des rivets. Donc ça, c'est mon atelier avec mes machines à coudre parce que je fais de la couture aussi. Donc ça, c'est une machine, ce qu'on appelle un kick press. Et c'est des die. Bon, on va essayer de... Bon, focus. Donc, ça, c'est pour installer les rivets. Donc, moi, j'ai des adaptateurs parce que les die, ils viennent d'une certaine grosseur. Il y a un filet. Puis tu peux changer les adaptateurs. Puis lui, j'ai fait faire un adaptateur spécial ici. Puis ici, ça, c'est une enclume. Et ça, c'est un perceur pour percer les trous. Comme tout à l'heure, je les ai percés à la main, mais j'aurais pu les percer avec ma machine qui descend comme ça. Et quand j'écrase les rivets, tu peux les écraser au marteau avec un petit outil aussi, mais tu peux manquer ta shot. Tandis qu'avec une machine comme ça, t'es sûr que c'est toujours droit. Comme vous voyez, j'ai des belles confettis de cuir à côté de moi. C'est les trous que j'ai faits dans d'autres morceaux.
Donc, pour l'instant, ça va être tout parce que moi, je veux pas tout à fait assembler mon morceau tant qu'il est pas sec. Je vais vous montrer, mettons, avec l'autre porte-clés. C'est que le trou, le T en dessous, il y a un trou dedans. Il y a un trou dans mon... Il y a une pointe dedans, fait qu'on vient de l'accoter dans la pointe. Puis ensuite, tu viens juste l'écraser. C'est rien de très complexe. Oui, je me suis équipée parce que j'en fais beaucoup. Parce que j'ai travaillé le cuir professionnellement avant. Ben, encore aujourd'hui, là, mais c'est juste là que je fais mes propres produits. Avant, j'ai travaillé dans un endroit en particulier. Oui, j'ai des beaux petits light sticks pour ma fille, parce que j'ai une petite fille de 6 ans. Ça fait des baguettes magiques quand tu l'allumes. Et donc ça, c'est mon atelier. C'est assez simple. T'as pas besoin nécessairement d'un gros endroit pour travailler le cuir. Ce qui est assez le fun. J'ai mes pinceaux, j'ai mes outils. Ma teinture est un peu plus sur le côté. J'ai des bacs de cossin, là, mais c'est pas grave. J'ai toutes mes D-rings, etc., mes anneaux. J'ai tout plein de choses. Il y a des outils que je vous ai pas montrés, comme celui-là, qui est un outil vraiment intéressant pour faire des straps en cuir, des lanières, dans le fond. Comme là, il est seté à 3/4 de pouce à peu près, parce que c'est pas tout à fait accurate, puis j'aime mieux qu'il soit légèrement plus petit que 3/4 de pouce que directement, parce que souvent, il est trop large, puis dans les buckles, ça passe mal sinon. Mais ça, c'est pour faire des lanières. Vous pouvez l'ajuster comme vous pouvez voir. Je peux faire celui en bois, celui en métal, qui est beaucoup plus cher qu'ils vendent, parce que il va mal l'autre. Celui en bois est vraiment bien, il fonctionne bien, puis il est pas trop cher. C'est vraiment le fun. Et donc, mon morceau, qui est pratiquement terminé, comme vous pouvez voir, il est quasiment sec. Et la couleur sort vraiment, vraiment jolie. Puis une fois assemblé avec l'anneau et le rivet, ça devient un porte-clés. C'est rien de très complexe rendu là. Donc, comme vous voyez, la teinture prend beaucoup plus dans les fentes parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, la chair absorbe plus la teinture. Et vu que la chair absorbe plus la teinture, ben ça fait plus foncé. Puis ça fait vraiment ressortir la gravure. Puis c'est vraiment joli. Puis donc on la voit bien même de loin, là. Puis avec le 2 en 1, des fois on peut venir travailler un petit peu sur les fentes, sur les rebords pour vraiment faire sortir. Mais petit comme ça, je trouve que c'est pas nécessaire parce que sinon ça devient trop foncé. Donc si on veut que ça reste un peu pâle. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous encourage à regarder aussi les prochains lives qui vont... Il y en a 4 aujourd'hui, ça c'était le premier. Et sinon, il va y en avoir dans les 4 prochains jours. Vous pouvez encourager vos artisans d'ici qui participent au Witch Please Montréal. Vous pouvez aller sur le site de witchpleasemontréal.com et vous allez avoir la liste de tous les artisans. Et ensuite, leur lien vers soit leur site web, leur shop Etsy ou Shopify ou autre. Donc, vous pouvez les encourager. La plupart en fait, je suis pas mal sûre que tous les artisans présentement ont des ventes sur leur shop. Moi, c'était Damian's Craft. Moi, c'est un shop Etsy, donc c'est Damian avec un S, Craft avec un S, .etsy.com. Et moi, j'offre un 25% surtout en boutique et free envoi gratuit sur tout achat de 150$ et plus. Donc, je vous encourage à continuer de regarder les autres vidéos qui vont paraître dans les prochains jours et aujourd'hui. Il va y avoir des prestations de danse. Il y a aussi un party de danse. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site de Witch Please. Sur ce, merci à tout le monde. À la prochaine.